Florent Le Tourneur de Will Feel Good. C'est lui qui va animer cette conférence avec 4 merveilleuses personnes. On peut l'applaudir? Florent, la scène est à toi. Je te laisse. Merci Alexia. Je vous propose à tous les 4 de venir sur scène. En tout cas, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents et présentes de manière assez nombreux et nombreuses cet après-midi avec nous. On va parler effectivement marque employeur, on va parler production de contenu. Moi, je vais pas trop parler en fait, je vais poser des questions à mes quatre invités, comme j'ai l'habitude de le faire sur mon podcast RH qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça, donc n'hésitez pas à le regarder. Et j'ai la chance d'avoir 4 personnes avec moi qui vont se présenter chacune en 30 secondes. Alors, qui veut commencer? Pourquoi vous me regardez? Allez, go. Magnifique. Bah, moi, les copains, c'est Tonton Karim. J'ai une agence de conseil RH qui s'appelle Find Your Way avec 2 missions. La première, c'est d'aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Et ma deuxième mission, c'est d'aider les entreprises à mieux recruter. Donc, je fais plein de campagnes d'influence pour elles et plein d'événements pour les aider à rencontrer les candidats. 30 secondes. Merci Thomas. Moi, je suis. Ça marche pas. Est-ce qu'on t'entend? Allô. Je suis Thomas Guerton, DRH du groupe coopératif Agrial. C'est 16 000 personnes dans le monde, principalement en France, un peu partout en Europe, mais même jusqu'aux États-Unis. Voilà, donc on produit différentes choses, dont la salade fleurette, le fromage soignon, le brescola, Danao, etc. Le meilleur, c'est le Brescola, hein, ça, Oui, c'est ce que j'ai je dit. confirme. Donc moi c'est Audrey, je suis anciennement DRH de Le Hibou. Je dis anciennement parce que j'ai quitté la société il y a 2 semaines, donc voilà, c'est tout frais. Je suis en train de monter une société qui s'appelle Nectar, qui accompagne les startups dans la croissance et dans la construction des premières briques, j'ai envie de dire, RH. Voilà. Et moi, je m'appelle Geoffroy à Saint-Antoine. Je suis directeur du recrutement pour ce qui s'appelle Emeria, mais qui est plus connu pour une de ses marques en France qui est Foncia. Donc, service immobilier. On fait à peu près 3000 recrutements à l'année en France et on a une présence en Europe qui fait qu'on est à peu près 20 000 dans toute l'Europe. Voilà pour moi. Ok, merci à tous les 4. J'espère que vous entendez bien. Voilà, pourquoi j'ai choisi d'animer cette table ronde et de créer cette table ronde, c'est qu'effectivement, le sujet de la marque employeur, vous en avez forcément entendu parler, c'est un sujet important. On est dans un monde qui est un petit peu compliqué, parce que d'un côté, on nous dit que le taux de chômage remonte. Le dernier trimestre, ça n'a pas été super folichon sur ce point. Et en même temps, beaucoup d'entreprises sont toujours aujourd'hui dans une compétition assez forte pour recruter. Il y a de nombreux métiers qui sont pénuriques, les métiers des services à la personne, de la santé, de l'agro, d'hôtellerie-restauration, et je pourrais en citer d'autres. Et on s'est posé la question, de dire mais comment effectivement attirer du monde, fidéliser aussi des collaborateurs, en sortant des traditionnels job boards, en sortant des traditionnels moyens classiques que l'on a pour recruter, qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner, mais il faut aussi sortir de ces sujets. Et donc on a voulu parler effectivement contenu et production de contenu au service de la marque employeur pour fidéliser et pour attirer et fidéliser. Thomas, première question. Toi, tu travailles dans le secteur coopératif. Expliquez ce que c'est que le secteur coopératif, ses spécificités. Et aujourd'hui, quels sont vos défis, vous, en termes d'attraction des talents? Alors, le secteur coopératif, en un mot, notre entreprise est détenue par des agriculteurs. Donc, il y a 12 000 agriculteurs à qui appartiennent Agrial. Donc, c'est une entreprise qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une grande entreprise. Et notre mission, basiquement, c'est de récupérer les productions de nos agriculteurs, de les transformer et de les vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est présent sur les territoires là où il y a des producteurs de salade, des vaches, etc. Donc on est plutôt loin des grandes villes. Et donc notre enjeu, c'est d'attirer les candidats plutôt dans des secteurs de campagne et de faire connaître le groupe et les métiers. Donc voilà, on a comme tous des difficultés à avoir des techniciens de maintenance, par exemple. Des difficultés sur les opérateurs de production aussi, sur les métiers de prod pur? Sur tous les métiers liés à l'industrie de façon globale et au commerce. On va revenir sur tout ça. Audrey, toi, ancienne DRH Le Hibou, mais c'est tout chaud. Toujours DRH quand même. Ouais. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui l'évolution des attentes et des candidats et des collaborateurs, collaboratrices? Les attentes ont pas mal évolué, que ce soit chez Le Hibou ou partout, je pense. Enfin, Le Hibou était une start-up, mais je pense que dans les gros groupes, c'est ça aussi. Les collaborateurs sont toujours regardants sur le salaire, sur la fiche de poste, mais ils sont aussi regardants sur d'autres choses et sur le fait de vivre une aventure, j'ai envie de dire, quand ils intègrent une entreprise. Et dans cette aventure, ils vont regarder si la société va les aider finalement à répondre à leurs aspirations personnelles, professionnelles, sociétales. Ils vont aussi regarder la mission, l'ambition,
les valeurs de la société et comment elle les décrit au quotidien. Donc, en fait, l'idée pour le collaborateur, que ce soit, comme tu dis, hein, à l'externe ou même en interne, quand ils sont déjà salariés, c'est qu'ils ont envie de vivre cette aventure, de ressentir l'entreprise et donc finalement de faire partie de quelque chose, de construire avec la boîte. Donc, il y a des attentes qui sont complètement différentes des générations passées, j'ai envie de dire, où on pouvait rester 40 ans dans une boîte sans se poser de questions. Là, il y a vraiment voilà, une attention particulière pour que le collaborateur soit au centre de la vie de l'entreprise. Est-ce que tu ressens une différence entre le monde de la start-up que tu connais bien et le monde que nous décrivait Thomas, qui est une entreprise plus ancienne, une plus vieille maison, mais qui a aussi des volumes de recrutement et plein de métiers intéressants? Justement, on en parlait avant avec Thomas, c'est drôle, parce qu'il me disait que effectivement, Agriel, c'est une grosse coopérative, mais qu'il y a beaucoup de filiales à l'intérieur, et que chaque filiale est indépendante et peut du coup créer sa marque employeur, et donc faire un peu le truc à sa sauce, j'ai envie de dire. Donc, en fait, il y a des gros groupes qui sont capables de faire ça, de fonctionner comme des startups. Tout dépend effectivement après le mindset et ce qu'on a envie de retranscrire au quotidien, quoi. Tonton? Hop, t'es là. Je suis là. Ok, cool. Toi, tu produis du contenu. Ouais. Tu produis beaucoup de contenu pour pas mal de clients. Yes. Aujourd'hui, avec des objectifs marque employeur, tu expliquais effectivement tes deux activités complémentaires Exactement. d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui est-ce que tu penses que le contenu est devenu effectivement un outil indispensable pour travailler et construire sa marque employeur? Bon, déjà, je pense parce qu'on consomme déjà tous énormément de contenu sur plein de réseaux sociaux aujourd'hui, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et je pense que les candidats ont... Il y a un gros sujet avec les annonces qu'on connaît d'il y a longtemps, qui sont très plan-plan. Je vois des gens qui me font des grands oui, leader sur son marché depuis 1 milliard d'années. Bon, je pense que tout ça, ça fait plus du tout rêver les candidats qui sont en quête de beaucoup plus d'authenticité aujourd'hui. Et je pense, pourquoi est-ce que les boîtes attendent autant de contenu aujourd'hui? Parce que je pense que c'est ce que les candidats veulent voir, plus d'authenticité, plus de transparence, voir beaucoup plus ce qui se passe en réalité sur le terrain. Donc moi, je collabore avec plein de boîtes très différentes, avec qui ont toutes effectivement ce type de problématique, autant des accords, parce que le secteur de l'hôtellerie-restauration, bah, c'est pas facile, qu'un Saint-Gobain, qui a un peu les mêmes problématiques que Thomas, avec plein de marques à l'intérieur, et qui du coup a un déficit d'image et sur lequel il faut travailler effectivement. Et toi, quelles sont tes convictions en termes de production de contenu en 2025? Bah, je pense qu'il faut essayer déjà d'adresser les vrais sujets, les sujets qu'ont réellement les candidats aujourd'hui. On parle de plus en plus de transparence et je pense effectivement que c'est ce que veulent voir aujourd'hui les candidats. Bon, évidemment, la vidéo, ça marche de plus en plus. C'est réellement ce qu'on retrouve le plus aujourd'hui sur les réseaux. On l'a vu avec les changements, notamment LinkedIn sur l'algorithme, qui a inclus du coup les vidéos verticales dans le fil d'actualité. Moi, je pense qu'il va y avoir un énorme boost de la vidéo cette année. Et que les boîtes vont devoir surfer sur cette tendance pour donner du contenu à un max de candidats. Sans vidéo, pas de contenu pour toi? C'est pas sans vidéo, pas de contenu, Ouais. mais je pense que c'est compliqué de faire complètement sans vidéo aujourd'hui. Ok, on va venir surtout. Pas infaisable, mais c'est compliqué. Ok, on va revenir un petit peu sur ce que tu fais tout à l'heure. Geoffroy, je te laisserai présenter qui est réellement Emeria, effectivement, et quelles sont toi les actions concrètes que tu as mis en place au sein d'Emeria en termes de contenu pour attirer. Nous, on a principalement une marque qui est Foncia, qui est une marque qui a le mérite d'être connue, qui a une forte notoriété, qui a une image qui est plus versatile pour le coup. Et on est sur un secteur qui est relativement attractif par définition, puisque l'immobilier, c'est plutôt un secteur qui attire. Donc moi, j'ai moins de problématiques d'attraction ou de faire connaître le métier, en tout cas le secteur. Donc nous, on a vraiment deux cibles, je pense. C'est effectivement le grand public qui va dire, moi, pourquoi pas un jour en reconversion faire de l'immobilier. On en voit à la télé, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup d'acteurs, il y a des vitrines un peu partout. Et donc sur cette cible-là, on va pas être sur une logique d'expertise, qui va être ma deuxième cible, des gens qui sont déjà dans le secteur. Sur la cible grand public, ça va être de montrer la diversité des métiers, la difficulté aussi des métiers, la complexité, la richesse, puisque on peut avoir notamment sur la partie vente d'appartements et de maisons l'impression que c'est facile, parce que c'est ce qu'on voit à la télé, parce que il y a un marché qui est des fois extrêmement porteur. Donc sur cette cible-là, ça va être plutôt des formats assez courts, vidéo plutôt assez ludiques, pour dire, voilà, on va pas rentrer beaucoup dans le fond. Honnêtement, on va l'assumer comme ça, mais on va montrer la diversité et aussi de démarqueter certains métiers pour dire, vous n'êtes pas forcément fait pour le métier là, mais il y en a d'autres métiers qui peuvent vous correspondre. Donc, il y a un peu de pédagogie et du ludique, format plutôt court.
Notre deuxième cible, elle est plutôt une cible d'experts, des gens qui sont déjà dans le métier. C'est beaucoup des gens que nous, on recrute. C'est vrai qu'on communique beaucoup sur des gens en reconversion, etc. Mais la réalité, et ça, on le connaît tous, à mon avis, dans beaucoup de secteurs, c'est qu'on recrute quand même des gens qui viennent à peu près du même environnement, du même secteur. Et ces gens-là, il faut leur apporter quelque chose de plus. Et nous, ce qu'on vend, c'est le côté, alors pour le coup, ce mot un peu fourre-tout maintenant qui est le mot de leader, nous, il a du sens parce qu'il dénote une expertise particulière. C'est comme ça qu'on le tourne. C'est pas pour dire qu'on est forcément les meilleurs, mais qu'on aura plus de moyens pour apporter de la veille juridique, pour apporter des meilleurs outils, pour apporter travailler avec les meilleurs. C'est plutôt comme ça qu'on le présente. Et là, on va être sur des formats un petit peu plus différents, plus écrit, par exemple, parce qu'on est un secteur où les gens sont habitués à écrire, donc ça s'adapte bien à cette population-là. Et de dire, en venant chez Foncia, vous aurez accès à toute cette expertise-là que vous n'aurez pas forcément chez un concurrent. Et ça va forcément plus résonner que pour le grand public qui, lui, verra moins cet aspect-là, en tout cas en première intention pour un candidat externe. Donc voilà un peu comment nous, on s'organise. Production de contenu, tu parlais de vidéos, Tonton, mais tu fais des vidéos tout seul, tu fais des vidéos avec les collaborateurs. Et comment est-ce qu'on entraîne des collaborateurs, des collaboratrices d'une entreprise, d'une organisation à participer aussi au contenu? Je fais plein de formats très différents. Du coup, je bosse avec une équipe. J'ai mon vidéaste d'ailleurs qui est là dans la salle, juste là. Coucou vidéaste. On fait des formats micro-trottoirs, on fait des formats verticaux. Du coup, je suis tout seul et où du coup, je porte le message de la boîte. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est d'essayer de trouver des collaborateurs ambassadeurs qui adorent du coup l'entreprise, qui ont envie aussi de porter le message avec nous. Et ce type de contenu-là, ça cartonne de ouf parce que vraiment, on sent du coup que déjà que les collaborateurs sont invités, qu'ils ont envie de porter le message, ils le font de manière très positive. Et donc forcément, ça a un impact qui est génial sur ce genre de campagne. Donc en fonction des besoins et des envies des boîtes, ou je le fais tout seul, ou du coup on sélectionne des ambassadeurs dans la boîte. Et comment tu arrives à faire en sorte que les collaborateurs aient envie? Parce que passer derrière une caméra, c'est pas simple. Toi, tu as Non. l'habitude, c'est Ouais. gérer ton quotidien, Ouais. même si ton caméraman est sympa, c'est ton quotidien. Des collabs qui l'ont jamais fait, c'est pas leur métier, c'est peut-être même pas leur rôle. Comment toi tu vois cette démarche-là et comment tu les convaincs de dire viens avec moi et on va faire un truc sympa? Avec la vibe Tonton Karim, déjà, moi je suis très naturel et du coup même quand je discute avec les collabs, je leur dis les copains, on va pas du tout être sur quelque chose d'institutionnel. Je veux vraiment qu'on soit sur une vibe où on échange et on discute ensemble. Donc évidemment, moi je les vois avant, je les appelle avant, j'essaie du coup de les rassurer au maximum. C'est clair que c'est un métier, donc c'est pas simple, mais très souvent, surtout dans les campagnes qu'on fait ensemble, je leur dis bon les copains, on se pose tous les deux, on va discuter ensemble. D'ailleurs très souvent, je leur donne pas les questions avant, je leur dis juste on va discuter. Et voilà. Donc ils n'ont pas les questions avant. Très souvent, non. Très souvent. Et ça les stresse pas? Je leur dis, vous inquiétez pas, on va discuter ensemble. Moi, je les appelle avant, je les appelle en visio, je les rassure. Enfin, tu vois, on essaie aussi évidemment de les sélectionner. On sélectionne des gens qui sont quand même relativement à l'aise. Mais oui, je trouve que l'échange est beaucoup plus authentique quand ils n'ont pas les questions avant et que ils découvrent avec moi la vibe, quoi. Et pour rebondir quand même sur ce point-là, je trouve qu'il y a une fierté énorme quand même des Ah ouais. collaborateurs qui produisent du contenu. Ça a changé, je trouve, ces dernières années. La démocratisation des réseaux sociaux font que le collaborateur d'Agria qui se retrouve sur Insta ou qui se retrouve sur LinkedIn ou sur un autre réseau avec une vidéo sympa, qualitative, il faut vraiment que ça soit qualitatif. Je veux pas vendre la soupe de Tonton Karim, mais quand même faire ça par des professionnels, c'est quand même beaucoup mieux. C'est qualitativement, le montage est plus sympa. Et il y a une fierté du collaborateur de parler de son métier. On part du métier, on part de l'environnement de travail. On a, par exemple, nous travaillé parce qu'on a une grosse action sur le handicap dans l'entreprise et on a demandé à des personnes en situation de handicap de faire des vidéos, pas simples à la base, dont un autiste. Et on a des contenus qui sont hyper positifs. On a, de fait, tu le disais, on a un taux de rebond sur ces contenus qui a rien à voir avec l'institutionnel qu'on faisait il y a une dizaine d'années. C'est pas étonné. Je vais rebondir aussi sur ce que dit Vas-y, Thomas. Audrey, Du coup. Chez le Hibou, en fait, quand on a commencé, nous, on était donc une petite start-up, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de sous. Et on s'est dit que pour incarner la marque employeur, on allait créer une culture team. Et donc, en fait, sans forcément faire des vidéos, parce qu'on peut aussi commencer par du contenu écrit, hein, et puis après, on y va petit à petit. On a créé donc une culture team qui faisait évoluer ses membres tous les 6 mois. Donc, on avait entre 4 et 8 personnes selon les volontaires.
Et cette culture team mettait en avant, j'ai envie de dire, plein d'actions au niveau de la marque employeur, justement pour que la marque employeur vive auprès des salariés et qu'ils se reconnaissent dans tout ça. Donc, qui de mieux que les salariés, justement, pour faire vivre cette marque. Et dans cette culture team, il y avait plusieurs actions qui étaient faites régulièrement, tous les mois, voilà, voire toutes les semaines. Et en fait, ils communiquaient sur toutes ces petites actions. Au début, à l'écrit, effectivement, et puis petit à petit, quand ils ont pris le pli et qu'ils ont finalement aimé faire ça, c'est ce que tu dis, et ben on a commencé à tourner des vidéos et de fil en aiguille, ça s'est fait. Mais en fait, c'est la base du volontariat à la base et on n'oblige personne. Et s'il y a moins de monde sur un round, et ben tant pis, il y aura plus de monde sur l'autre. Mais voilà. Et puis moi, je prenais la relève derrière quand il y avait un petit blanc. T'avais un service communication ou c'était vraiment toi en tant que DRH qui allait sur ce terrain de jeu directement? Tu passais par la com avec toi? Quand on a commencé chez Lebo, on est resté 4 ans sans service com. Ok, donc c'était pas la com. Donc c'était pas la com. Maintenant, oui, maintenant c'est une belle start-up bien structurée avec un service market com et tout ce qu'il faut. Mais non, quand on a commencé, c'est moi qui gérais un peu ça, ouais. Quand on est, je dirais, RH, RRH, DRH d'une start-up ou d'une petite On est couteau PME, suisse? on peut y aller, quoi. Ouais, bien sûr. On n'est pas obligé d'avoir de la com ou d'avoir des moyens importants. Après, faut aimer ça, quoi. Par contre, faut aimer ça. Faut aimer ça. Geoffroy, toi, t'en penses quoi sur ce sujet? Vous y allez, vous, sur des formats avec des collaborateurs, quels que soient les formats? Oui, et pour le coup, je suis assez d'accord avec Thomas. Par rapport à il y a quelques années, les gens sont très habitués à en voir, à apparaître, et donc il n'y a pas du tout de réticence quand on fait un casting interne. On n'a pas de refus. En réalité, c'est plutôt la question, c'est où est-ce que vous allez le diffuser? Est-ce que c'est fait pour vendre la marque? Est-ce que c'est fait pour vendre des produits? Là, il y a des questions, mais le fait d'apparaître et de parler de l'entreprise n'est plus du tout un sujet. En tout cas, même sur un environnement comme le nôtre qui est plutôt relativement discret. Et ça, c'est vrai pour tous les âges, même des personnes qui ne sont pas du tout digital natives ou quoi que ce soit. C'est assez naturel de le faire. Et nous, on travaille plutôt avec la direction com et avec des professionnels externes. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir vraiment un partenaire externe qui est neutre, parce que nous, on a quand même tendance toujours à voir les mauvais côtés, à faire attention, à faire trop attention, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui dit ah, mais ça en fait c'est super, ça c'est génial. Nous en interne on ne le voit plus, donc d'avoir je trouve un vrai consultant externe sur ce métier-là est vraiment utile pour le coup. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, toi tu privilégies LinkedIn pas mal, Insta. Est-ce que tu vas sur d'autres réseaux sociaux? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il faut absolument être présent sur du LinkedIn, sur du Insta, sur du TikTok, sur du Facebook? Ou comment tu as convaincu les clients, toi, sur ces sujets? Quelle stratégie tu as avec eux? Déjà, moi, je suis très présent sur LinkedIn, très présent sur LinkedIn, mais je suis très peu présent sur les autres par choix. C'est là où j'ai démarré à la base. Donc, du coup, les clients qui font appel à moi savent que moi, je vais porter du coup le contenu sur LinkedIn, mais que je vais pas forcément le porter très fort ailleurs. Sur Instagram, je suis suivi par un peu plus de 3000 personnes. D'ailleurs, si vous voulez follow les copains, n'hésitez pas. Sur LinkedIn, 90 000, donc évidemment beaucoup plus de monde et beaucoup plus de portée. Moi, je pense que ça sert à rien d'être partout, vraiment. Et ça dépend surtout des cibles du coup de candidats qu'on a derrière. Dans l'hôtellerie-restauration, c'est pas la même chose que quand on recherche des profils dans la tech très pointus, en data, en IA, etc. Donc, je pense qu'il faut surtout cibler ces réseaux en fonction du coup de la cible de candidats qu'on a, mais aussi du message qu'on veut adresser. Si tu as envie d'avoir un contenu très long, je te dirais va plutôt sur YouTube pour prendre le temps vraiment de montrer les choses. Si tu veux un format plus sharp, plus court et sur lequel tu vas avoir peut-être plus de conversion, un format vertical qu'on postera peut-être plus sur Insta ou maintenant sur LinkedIn, par exemple. Et le fait que LinkedIn, quelque part, se TikTokise avec son flux, comment toi tu réfléchis à ça? Comment est-ce que ça change des choses pour toi? Ça change de dingue. Déjà, ça a changé beaucoup sur l'algorithme de LinkedIn. Donc, le fait qu'il y ait maintenant ce flux vidéo vertical, déjà, vos vidéos, les copains, si elles sont horizontales, c'est sûr et certain, elles ne tomberont jamais dans le fil. Donc, déjà, c'est des points en moins. Et si effectivement, elles sont bien verticales et qu'elles sont relativement courtes, c'est 1 minute, 1 minute 30, vraiment grand maximum. Il y a du chance qu'elles rentrent du coup dans cet onglet vidéo. Et là, les copains, ça peut être très viral. Ça, vous pouvez vraiment. J'ai des stats, moi, qui ont dépassé les 2 millions de vues juste sur une vidéo comme ça verticale. En fait, dès qu'elle rentre dans ce fil, ça peut être beaucoup plus de visibilité. Donc, c'est très intéressant. Ouais. Tu donnes quelques chiffres là, c'est intéressant. Comment tu mesures toi la portée? Parce que des vues, c'est chouette, mais est-ce que des vues font des candidats? Non. Pas toujours. Et en fait, ça dépend. J'ai des boîtes qui s'en foutent vraiment, qui me demandent absolument aucune data, genre d'impression, et qui me demandent à l'inverse, qui me mettent un lien traqué, par exemple,
vers le site carrière et du coup, bah, on voit le nombre de candidatures que ça génère. Et j'ai des boîtes qui veulent clairement des impressions. C'est voilà, on veut des vues, il faut de l'engagement, il faut un max de likes, il faut un max de commentaires, un max de republications. Et c'est d'ailleurs un des moyens pour nous de traquer, d'avoir un peu des KPI, de savoir si oui ou non la campagne a marché. Et évidemment, c'est d'un point de vue qualitatif, mais aussi quantitatif. Qu'est-ce qu'elle a permis de générer? Thomas, Alors, ton avis sur ces sujets? historiquement, les RH n'ont jamais été les plus forts sur la data. C'est pas notre cœur de métier à la base. Et pourtant, c'est paradoxal parce que les RH génèrent énormément de data. Donc nous, on a essayé de travailler beaucoup sur ce sujet-là et on pense qu'on ne peut pas demander des budgets de com interne ou de com externe sans avoir un peu de factuel sur le retour sur investissement. Donc voilà, je suis capable de dire que sur notre site carrière, on a plus 65% de candidats 2024 par rapport à 2023. Et c'est l'année où on a posté le plus de contenu sur différents supports. Alors, je ne sais pas faire un lien direct entre telle vidéo et tel candidat, évidemment. Par contre, on voit qu'en masse, on a une progression. Je trouve que l'impression est intéressante, mais elle est un peu égocentrée. Par contre, le nombre de candidats que ça génère sur le site carrière, c'est hyper factuel. Donc ça, pour demander des budgets l'année suivante, quand même, ça aide un tout petit peu d'avoir du factuel et quelques datas. Geoffroy, vous, de votre côté, comment vous mesurez les résultats des contenus que vous produisez, quels que soient ces contenus? Alors, pour le coup, on aura une approche un peu différente. On aura une approche extrêmement data et retour sur investissement sur tout ce qui va être annonce, campagne de recrutement, plus d'approche directe. Pour moi, il faut vraiment qu'on ait un funnel qu'on suit précisément. On diffuse une annonce, ça génère tant de candidatures, on en retient tant. Il faut vraiment qu'on ait ce funnel marketing. Je pense que sur la partie contenu, on est plutôt sur du travail de fond. Et moi, je suis plus prudent sur la partie budgétaire sur ces sujets-là, un peu comme les relations écoles. Les relations écoles, ça ne va pas faire de candidat tout de suite. Là, c'est plutôt pour moi du travail de fond. Si on ne le fait pas, on prend un risque à court, long ou moyen terme. Mais pour moi, le retour sur investissement, il ne doit pas se calculer de la même façon que pour une annonce. Si une annonce n'est pas vue et qu'elle ne génère pas, c'est une annonce qui ne marche pas. Un contenu qui va rester dans le temps pendant 1 an, 2 ans, qui va être vu au fur et à mesure du temps, moi, ça me va très bien aussi. Et il faut mettre de l'argent là-dessus pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif. Aussi pour l'interne, parce qu'on parle des collaborateurs internes, c'est eux qui le regardent, c'est eux qui disent, bah voilà, au moins le groupe s'intéresse à nous, le groupe fait des choses pour nous, on est fiers de ça. Et ça ne se peut pas se quantifier en tant que tel. Je trouve que c'est risqué de dire, si vous faites ce contenu-là, il m'a attiré tant de personnes, parce qu'en fait, vous serez toujours moins puissant qu'une annonce Hello Work ou Indeed, qui va coûter pas grand-chose et va faire du candidat. Mais si vous faites pas ce contenu-là, à long terme, évidemment, ça va être plus problématique. Donc pour moi, je pense qu'il faut décorréler les deux, pas investir à mauvais escient, mais effectivement ne pas le calculer de la même façon qu'uniquement un retour candidat, parce que je trouve que là, c'est risqué. Audrey, toi, quand tu étais chez le Hibou, vous aviez aussi des recrutements de freelance. Est-ce que c'était la même approche? Est-ce que vous aviez la même approche sur ce Alors, type de on recrute pas vraiment des freelances du coup. Ouais. S'il n'y a pas un contrat CDI. Ouais, on est d'accord. Mais effectivement, Mais ouais, tu en as des sourcés en tout cas. ouais, exactement. On avait à peu près la même approche, effectivement, puisqu'en fait, l'idée avec le Hibou, c'était d'animer une communauté de freelance et de faire intervenir nos freelances, justement. Encore une fois, ils sont les mieux placés pour parler de leur métier, pour parler de comment ils se sentent à travailler avec le Hibou et comment ça se passe. Donc, on faisait intervenir nos freelances, effectivement, pour créer des campagnes de com. Et ils adorent faire ça. On les faisait même intervenir dans nos bureaux pour former nos équipes. Et on a réussi à animer comme ça une belle communauté qui après était demandeur pour tourner des vidéos avec nous. Ouais. Tous les gars, vous avez parlé d'un sujet. Je vous avais dit qu'il y aurait des questions que je n'avais pas prévues. Hein. Tous les gars, vous avez parlé d'un sujet qui était le site carrière, le site carrière d'entreprise. Moi, c'est mon recul. Je vois beaucoup de sites carrière d'entreprise. On en analyse beaucoup, nous, avec mon agence. Je vois des sites carrière qui sont assez figés. Quand tu es construit il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui ne bougent pas des tonnes. Voilà. Quel est votre regard par rapport à ça, à côté des réseaux sociaux où ça va à une vitesse folle et on est plutôt dans l'actu du moment, les annonces du moment, etc. Comment vous arrivez à concilier ça? Comment vous voyez votre site carrière demain? Bah, nous, chez Luibo, on avait la chance d'avoir une plateforme qui était constamment en évolution. Il y avait des mises en prod 2-3 fois par an. Donc en fait, moi, je sautais sur l'occasion à chaque fois pour aller toquer au pôle produit et leur dire bon bah là, il faut changer ça, là, il faut changer ça. Là, excusez-moi messieurs, mais on vous voit trop. Il faudrait ajouter un peu des femmes partout parce que voilà, déjà, on essaye de féminiser un peu la tech. Donc si notre propre site carrière représente que des hommes, c'est un peu compliqué. Donc en fait, on essayait effectivement d'un point de vue RH d'aller dynamiser cette plateforme et d'aller parler un peu people. Non, pour nous, en tout cas, c'était une chance d'avoir cette plateforme qui était en évolution constante.
Mon sujet, c'est comment faire vivre le site carrière au même rythme Ouais. que l'actualité de la boîte, en fait. Ouais, mais je sais pas, précisément si ça fonctionne. Pour moi, le candidat qui veut des infos sur Agrial, quand il est dans un processus de recrutement, il va sur le site carrière et là, il a des infos fiables, institutionnelles, il a toutes les réponses, ou beaucoup de réponses à ses questions. En revanche, est-ce qu'on est capable, en tout cas nous, on n'est pas capable de maintenir la vie du site carrière à la vitesse des réseaux sociaux. Donc pour moi, les deux cohabitent et les deux ont leur légitimité propre. Et j'imagine pas avoir comme ambition, en tout cas, d'avoir un site carrière sur une entreprise de notre taille qui bouge à la vitesse des réseaux. Donc voilà, le contenu en réseau, l'avantage, c'est on le décide, on le fait, c'est fait le lendemain, le surlendemain, c'est hyper réactif. Je sais pas faire ça avec mon site carrière. C'est pas un sujet technologique, c'est un sujet de. Ouais, c'est un sujet de positionnement, je dirais. Geoffroy, ton opinion? Oui, pour moi, le site carrière, il est fait pour les fondations, les choses impérissables, et donc il n'a pas besoin, pour moi, de plus bouger que ça. Si les gens veulent savoir ce qui se passe concrètement, ils vont voir sur Indeed et Glassdoor, ils vont taper le nom sur Google, ils vont chercher des gens qui vont leur raconter la vraie histoire. Je pense qu'il faut assumer le côté vitrine d'un site carrière, et les vitrines, ça change pas tant que ça, en réalité. Donc, pour moi, il faut pas du tout essayer de courir après quelque chose qui change tout le temps. Et quand on est dans une entreprise assez patrimoniale comme la nôtre, il y a des choses qui ne changent jamais, donc c'est normal que le site carrière aussi ait quelque chose d'assez pérenne finalement. Je pense qu'il faut l'assumer comme ça. Et pas en attendre trop surtout, parce qu'en fait, c'est pas un canal non plus extrêmement important pour attirer du candidat. Le chercheur d'emploi, il va chercher sur des sites d'emploi, comme quand on cherche un immeuble, un appartement ou une maison, on va sur un site pour trouver ça. Voilà, le site très joli de Century 21, finalement, il va être intéressant, mais ils vont surtout chercher sur Se Loger bien ici et sur Google. Donc, il faut être là où vont chercher vraiment les gens, et donc c'est plutôt sur des sites emploi. Je pense que les pages entreprises des sites d'annonces, par exemple, avec les avis qui sont donnés, avec les questions et les réponses qui sont apportées, pour moi, sont plus importantes et plus réelles finalement que le site carrière qui a un côté institutionnel assumé et qu'il faut assumer, je pense. Après, ce qui est bien quand même sur les sites carrières, c'est d'afficher vos ambassadeurs. Même si effectivement ça évolue pas, parce que dans les gros groupes c'est plus compliqué de faire évoluer le site carrière, c'est bien quand même d'afficher les ambassadeurs qui, eux, normalement, ne changent pas toutes les semaines. Et ces ambassadeurs, ça va être le fondement. Après, les candidats qui sont intéressés peuvent aller discuter avec les ambassadeurs sur LinkedIn. Et c'est quelque chose qui se faisait beaucoup chez le Hibou. On avait des ambassadeurs et les candidats venaient discuter. En fait, c'est des approches directes pour voir comment ça se passait dans la boîte. Les ambassadeurs, ils étaient sur le site carrière de l'EIVO ou sur LinkedIn? Les deux. Ok. Mais je pouvais les contacter via le site Ouais. carrière, par exemple, etc. Ouais. Ok. C'est des tendances que tu vois, ça aussi, tonton? Moi, j'allais dire surtout, j'aime bien prendre l'exemple des copains de chez Welcome to the Jungle, qui, moi, je trouve, ils ont vraiment fait un beau move il y a quelques années en dynamisant justement les annonces. Et moi, je dis toujours aux clients, ceux qui ont peut-être moins d'oseille, ou etc., de recalquer en fait ce qu'on voit aujourd'hui sur Welcome to the Jungle et de faire un peu la même chose côté site carrière, de mettre un peu de photos, un peu de vidéos, de mettre des infos que les candidats attendent, la parité, le chiffre d'affaires, la moyenne d'âge, avoir des infos en plus qu'on recherche. Je trouve que les annonces, elles ont évolué, mais elles n'ont pas tant évolué encore que ça. Moi, je trouve que c'est encore très, très poussiéreux, très plan-plan. Et c'est pour ça que je suis content au final qu'il y ait eu ces moves avec Welcome. Ça a permis de dynamiser un peu. Et moi, je suis sûr que sur les sites carrières, j'en ai vu des canons de plein de boîtes qui ont fait des trucs stylés sur leur site carrière. Et en l'occurrence, il y avait un peu de ça. Il n'y avait pas juste des infos, il y avait un peu de photos, un peu de vidéos et plein d'infos en plus qu'attendent en réalité les candidats. T'as un problème avec les annonces, hein? Hein? T'aimes pas Moi, les je sais annonces? pas, je trouve que c'est mou. Il y a encore beaucoup. Alors évidemment, il y a plein d'acteurs, les copains, qui font des trucs canons, mais si tu vas sur Indeed là et que tu recherches, enfin, il y a quand même encore plein de trucs, c'est pas waouh quoi. Enfin, tu vois? Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à un RH pour changer ses annonces? Bon, de faire un truc déjà bien structuré, on n'en peut plus là des parpaings d'annonces où tout est collé, c'est illisible. Donc déjà avoir une belle structure avec que du coup, si moi je suis candidat, j'ai envie de lire en diagonale, je peux le faire assez vite. Et puis surtout donner un max d'infos et les infos qu'attendent réellement les candidats. Dernière enquête de chez Hello Work, les copains, en tête des attentes des candidats aujourd'hui, on retrouve Le salaire. l'oseille. Voilà, bon, on est en période de crise, les gens veulent de l'argent. Donc on a quand même un sujet là-dessus. On a encore beaucoup d'annonces où il n'y a pas de salaire. Bah, moi, je pense qu'il faut mettre le salaire dès qu'on peut. En tout cas, il faut essayer de le mettre dans les annonces. T'en parles de tes vidéos, des salaires? Ah bah il faut en parler. En France, on a un énorme tabou Tes avec clients ont l'argent. envie d'en parler? Mes clients, bah, ça dépend, certains oui. Enfin, j'ai la chance de bosser avec des clients qui sont très différents. Certains essaient vraiment de faire des moves justement côté salaire. On sait qu'on a encore de gros sujets en France. Plus il y a une transparence sur le sujet, bah, plus on réussit justement à attirer des candidats.
dans les vidéos, je réfléchis, est-ce que j'ai abordé ces sujets avec les clients? Globalement, en vrai, oui. En vrai, oui. Mais parce que j'ai eu la chance aussi de bosser avec des boîtes qui ont des, tu vois, bons secteurs, salaire attractif, avantages attractifs. Donc forcément, c'est plus simple aussi d'en parler. Ouais, hôtellerie-restauration, les salaires ne sont pas toujours très élevés pourtant. C'est pas toujours très élevé, mais si je prends l'exemple, moi j'ai beaucoup bossé avec le groupe Accor. Depuis le Covid, ils ont revu complètement les grilles, ils ont augmenté quand même pas mal les avantages. Il y a eu des moves, donc forcément, ça permet de pouvoir communiquer aussi dessus de manière positive. Aujourd'hui, si, avant qu'on pose des questions, si vous avez des questions, on va vous laisser la parole, évidemment. Si vous aviez chacun un conseil à donner, un RH en entreprise sur sa production de contenu, ce serait quoi? Chacun. Vas-y, Geoffroy. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit. C'est l'authenticité. Je dirais ça. Il faut pas se faire plus fun, plus décalé que l'on ne l'est. Si on ne l'est pas, il faut que les gens aient l'impression de regarder un peu par le trou de la serrure et se dire, ah oui, voilà, ça ressemble à ça. C'est comme ça que je m'y attendais ou je m'y attendais pas. Pas besoin de prendre un contre-pied tout le temps. Je pense que cette authenticité-là, elle est recherchée. C'est dans l'air du temps. Et donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Du vrai. Moi, j'ai envie de dire, avant de communiquer, renseignez-vous en interne. Est-ce que la culture d'entreprise que vous pensez, vous, en tant que RH véhiculé, est celle que vos collaborateurs vivent au quotidien? Parce que souvent, il y a un décalage entre ce que vous pensez donner et ce que vos collaborateurs reçoivent. Donc déjà, avant d'aller communiquer, assurez-vous que tout est clean. Et ensuite, on va parler d'authenticité. Ensuite, on va aller faire des campagnes de com, effectivement, parce que sinon, si on commence à communiquer et qu'en fait, la marque employeur n'est pas vécue comme nous, on pense, on fait un peu du brainwashing et ça va être complètement contre-productif. Donc, ça va être pire que mieux. Donc effectivement, commencez par faire des feedbacks en interne, commencez par voir si effectivement les valeurs sont bien incarnées, si vos collaborateurs sont OK avec tout ce qui se passe, et ensuite on les intègre et on y va. Thomas? Sans doute le programme ambassadeur. C'est vrai qu'il y a. Je pense que c'est pas naturel pour un collaborateur d'une entreprise de prendre la parole et même de se dire j'ai le droit de prendre la parole ou j'ai le devoir éventuellement de prendre la parole. Voilà, moi j'ai passé un message clair aux dirigeants d'Agrial en leur disant allez-y, alors pas n'importe quoi, mais il n'y a pas de raison qu'ils fassent n'importe quoi sur le principe. Et en tout cas, n'hésitez pas à republier. Enfin, il y a moyen facilement de commencer à mettre une dynamique sans créer du contenu, parce qu'on est tous un peu timides sur le sujet, sauf tonton Karim, et de lancer des choses, voilà, rebondir sur un contenu d'entreprise qui nous plaît. Voilà, il y a moyen de créer du trafic facilement. Ok, moi du coup je passe à la fin, donc tout a déjà été un peu dit, mais je dirais juste si pas trop d'oseille, je pense qu'il y a déjà moyen de faire plein de choses, même sans trop d'argent. Avec justement les ambassadeurs, il y a moyen de faire plein de choses très sympas. Du contenu vidéo, si vraiment on arrive à avoir un peu de moyens, sinon même de la photo ou même un peu de texte, ça suffit amplement. Et puis si vous avez plus d'oseille, de la vidéo, vous faire appel à tonton Karim, évidemment. Voilà. T'en parleras dans ton livre, il va bientôt sortir. La grosse promo. Un peu en retard, mais on y va, on y arrive. Ça fait 6 mois que tu me dis qu'il va sortir. Je sais. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, des sujets que vous souhaitez aborder? Oui, je vois des mains qui se lèvent. Alors, on va faire un sorte. Je vais bouger aussi de mon côté. Hop. Donc, ma question est pour tonton Karim. Et tu parlais de contenu LinkedIn, surtout les contenus verticaux de 1 minute, 1 minute et demie. On sait que sur les réseaux sociaux, sur Meta, Insta, TikTok, on a tendance à payer des pubs pour ça. Est-ce que tu conseilles de faire ça sur LinkedIn ou bien les pubs sur LinkedIn, c'est pas la meilleure chose? Écoute, pour être très très honnête, moi j'ai jamais utilisé les ads, donc j'y connais vraiment rien du tout. Pour la première fois, pour être très honnête avec toi, j'ai sorti une campagne pour FDJ mardi, donc que moi j'ai porté en natif. Le client va le publier sur la page FDJ lundi prochain et ils ont mis un budget de plusieurs milliers d'euros dessus pour la sponsor. Donc je pourrais te répondre d'ici une semaine, mais pour l'instant j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas du tout. Alors, oui, voilà. Non mais Florent, tu as extrêmement bien fait de prendre de l'avance. Je devais clôturer. Est-ce que vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît? Déjà? Merci beaucoup. Pas de problème. Tu es un excellent présentateur, Florent. Merci et bravo à tous. D'ailleurs, vous avez été très inspirants. On a pas mal d'avance, on a 16 minutes d'avance, donc il y a de quoi poser plein de questions. J'ai envie de dire, c'est pas tous les jours que vous avez ces beaux intervenants tous en même temps. Ah, wow. Il y a 2 mains qui se lèvent. Qui a été le premier? Bon, on va dire les dames en premier, on a le temps. On a 15 minutes, vous inquiétez pas, vous êtes le deuxième. Deuxième ici. Audrey a fait part des alignements parfois entre la culture et le terrain.
Dans ce cas-là, quelles sont les actions à entreprendre et comment vous détectez, etc. Et une autre question pour tonton Karim, probablement. Y a-t-il une vague réellement de désengagement de Instagram, Facebook, etc. avec les positions publiques par rapport à l'élection de Trump, etc. Ou c'est pas, c'est rhétorique. Oui, on va commencer peut-être. On peut passer les micros. Peut-être. c'est bon. Ah, pardon, les micros, pardon. C'est bon. Merci pour cette question. Il y a effectivement de temps en temps des écarts. Ce qui est important avec la marque employeur, les valeurs au quotidien, c'est d'arriver à les revoir régulièrement. Nous, on a eu la chance de faire naître les valeurs de la boîte grâce aux collaborateurs il y a 8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été des valeurs qui ont été imposées, ce qu'on appelle du top-bottom. On a fait du bottom-up. En fait, on a fait des ateliers avec tous les collaborateurs et on leur a dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de voir véhiculer dans l'entreprise? Bon, bien sûr, il faut que ce soit aligné avec ce que la direction veut, donc il y a après une balance à trouver. Hein, c'est pas le monde des bisounours non plus. Mais en fait, ce sont ces valeurs-là qui sont portées depuis 8 ans. Et en fait, tous les 2-3 ans, on fait intervenir une boîte d'audit qui vient justement auditer et voir si ces valeurs sont effectivement bien représentées en interne. Typiquement, il y a 4 ans, en fait, on a retiré une valeur. Il y en avait 5, il n'y en a plus 4. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait la valeur innovation qui n'était pas forcément véhiculée par les collaborateurs. Et en fait, cette boîte d'audit revient régulièrement. Et en parallèle, on a effectivement mis en place cette culture team qui vient prendre le pouls, j'ai envie de dire, tout au long de l'année en attendant que la boîte d'audit revienne. Et nous, tous les mois, on fait aussi au niveau du service RH des mood surveys pour voir où en est effectivement l'ambiance en interne et on mesure l'INPS en même temps. Donc, c'est des actions régulières qui nous permettent d'avoir le mood global. Tonton, Je m'excuse, j'ai plus la question. J'ai plus. est-ce qu'on peut peut-être. C'est pas grave, c'est savoir juste. L'élection de Trump, ok. Est-ce qu'il y a une chute Insta et Facebook, c'est ça, depuis l'élection de Trump, en gros? Je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Alors j'avoue que Facebook, j'utilise pas du tout. Instagram, un peu plus déjà, mais pas non plus de dingue. Je sens, pour être très honnête, je vais aller un peu plus loin que ce que toi la question que tu as posée. Je sens que l'élection de Trump a évidemment est en train d'avoir plein de conséquences sur, en tout cas, les campagnes qu'on me commande et sur ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. Donc je t'avoue que j'en parlais il y a encore quelques minutes avec une DRH avant de démarrer. J'avoue que je suis je suis en train de regarder un peu, je suis en train d'observer. Je pense que ça va avoir des conséquences. Pour l'instant, je vois rien encore à l'instant, mais bon, je me doute que ça va pas rester tel quel. Voilà. Merci beaucoup. Une question. Déjà, merci à vous 5 pour ça. Moi, c'était une question plus pour tonton Karim, désolé, mais c'était très intéressant. Vous aussi. En fait, avec mon entreprise, on essaie de créer de plus en plus de contenu justement sur LinkedIn. Et je le fais aussi sur la page sous mon nom. Et tu vois, justement, j'avais une question pour toi parce que comment tu gardes en centre la marque employeur? Parce qu'enfin, sans offense, moi, je te connaissais surtout sous le nom de tonton Karim. Oui. Find Your Way, j'avais jamais vraiment entendu parler. Et comment justement tu gardes? Parce que je sais que pour garder une audience sur LinkedIn, il faut pouvoir proposer du contenu professionnel qui rejoint ton entreprise, mais il faut aussi proposer d'autres types de contenus pour toujours garder l'engagement. Alors comment justement tu allies ça sans un peu avoir ce syndrome de l'influenceur où on te connaît plus toi que ton entreprise? Bon, aujourd'hui, je communique beaucoup plus en mon nom, donc sous le nom Tonton Karim. L'agence Find Your Way, c'est vraiment plus la partie, on va dire, juridique, c'est l'enseigne du coup que j'ai. Mais les contenus qu'on a aujourd'hui sur les pages entreprises, elles engagent beaucoup moins. Et c'est pas juste le cas de moi avec Find Your Way, mais c'est le cas de toutes les boîtes. Les gens aujourd'hui préfèrent largement écouter ce que les gens racontent, donc le contenu de personnes d'ambassadeurs en tout cas qui communiquent. Donc moi, j'ai assez rapidement commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Pour être très honnête, au début, ça marchait pas du tout parce que le contenu que je publiais était hyper plat. C'était très institutionnel et en fait, ça a commencé à marcher dès que j'ai commencé à écrire sur LinkedIn de la même manière dont je te parle là. Tu vois. Donc moi, j'ai un branding qui est très qui s'est voulu. Hein. J'adore le rose, donc du coup, l'arrière-plan est rose. Je suis avec ma casquette parce que je suis tout le temps avec une casquette. Tu vois. Donc c'est quelque chose qui est voulu. Pour les entreprises, c'est pareil. Moi, je recommande toujours la même chose. Là, j'ai pris l'exemple d'FDJ, mais c'est exactement la même chose pour toutes les campagnes que je fais. Très souvent, la boîte finit par porter la campagne avec moi, mais les ambassadeurs sont aussi très, très, très acteurs de tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de portée quand c'est les acteurs que quand c'est la page corporate. Oui. Merci. Bonjour à tous, Pierre Binet. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle 45+. Je suis un entrepreneur RH très engagé sur l'employabilité des seniors et j'aimerais vous entendre sur cette thématique, c'est-à-dire comment la création de contenu peut favoriser
l'adhésion des seniors au sein de l'entreprise et comment attirer, dans le cadre du recrutement, les seniors, on va dire 45 ou 50 ans en plus. Qui veut y aller? Qui veut répondre à cette question? Les seniors. Thomas ou... Moi, je peux aussi. Vas-y, volontiers. Avec le hibou, en fait, on est hyper engagé. Enfin, je sais pas s'il faut que je parle au présent ou au passé, mais je vais parler au présent. On est hyper engagé sur cette question-là. En fait, on a un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Capital, avec qui on a avancé justement sur une charte. On a signé la charte d'employabilité des plus de 50 ans. Parce que, enfin, faut le dire aussi, quand on parle de seniors, on sait jamais si c'est 45, 50, 55, voilà. Donc, il faut donner un chiffre à un moment. Et ils ont, eux, dit que bon, cette charte, ce serait pour l'employabilité des plus de 50 ans. Donc, à partir du moment où on a signé cette charte, on a effectivement eu notre service RH et RSE qui ont travaillé conjointement pour justement favoriser l'employabilité de ces freelances, parce qu'il faut le dire aussi, c'est difficile d'embaucher en CDI dans les entreprises, mais c'est aussi pour les freelances compliqué de trouver des missions après 50 ans. Ça va dans le même sens. Donc en fait, on a eu un gros travail d'action pour l'employabilité effectivement de ces freelances. Et donc ça passe par des campagnes de com effectivement où on parle de storytelling, de comment ça se passe dans l'entreprise pour telle ou telle personne effectivement. Donc on les met en scène entre guillemets et puis on essaye. En fait, c'est une politique globale, j'ai envie de dire. On va essayer d'aligner toutes nos petites actions vers ce projet-là. Et quand on mène, en tout cas chez nous, quand on mène ce projet d'employabilité des plus de 50 ans, on essaye de se focus sur un gros projet en même temps. Et si on essaye de faire ça, plus, je sais pas, un autre projet RSE, enfin, si on avance sur 3-4 projets en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, on a vraiment pris cette thématique-là depuis 2 ans et on avance sur l'employabilité des seniors. Voilà, le Et focus. pour compléter sur la partie contenu, on a fait le choix d'incarner aussi avec des gens qui ont plus de 50 ans, parce qu'il y a toujours une tendance sur ces sujets de contenu de toujours mettre les plus jeunes, les plus beaux, les plus diplômés et dans les plus belles villes. Et on a fait le choix assumé de dire il faut que les gens qui apparaissent ressemblent aux gens qu'on recrute. Et nous, on recrute les gens où ils sont, parce qu'on est un peu partout en France et sur des métiers un peu du quotidien. Donc, on a plein et de belles histoires de gens seniors, mais si on devait prendre, voilà, quand on a fait 4 profils de personnes différentes, il y avait évidemment une personne entre 40 et 50 et une de plus de 50. Parce que c'est la réalité de l'entreprise, pour le coup. Et donc, je pense que c'était vraiment important, sous ce côté authentique aussi, d'assumer qu'il y avait des gens de plus de 50 ans. Et comme on vend aussi une partie un peu expertise et savoir-faire, le cheveu gris rassure. Je pense qu'il faut l'assumer comme ça. Moi, j'étais dans le transport public avant, et on sait très bien que la personne qui a 20-30 ans d'expérience, bah, finalement, elle a de l'intérêt, parce que nous, c'est ça qu'on vend. Donc, c'est cohérent finalement avec le commerce qu'on veut faire avec ça. Donc, et nos clients, ils ont aussi, on a beaucoup de retraités comme clients, ce qui n'est pas toujours les cibles que cherchent les annonceurs en général, mais nous, les conseils syndicaux, c'est beaucoup de retraités. Donc, d'avoir quelqu'un en face qui a 55 ans, il les trouve jeunes. Donc, ça, c'est vraiment important d'être cohérent de nouveau avec notre positionnement business en général. Et donc, et de pas se forcer à dire on est jeune, il y a que des jeunes, c'est super. C'est évidemment qu'on montre ça aussi dans les écoles quand on fait des actions écoles, mais on montre aussi des gens seniors en école parce qu'on vient pour apprendre quand on est en école. Donc si on rejoint Foncier en alternance, c'est pour apprendre son métier, mettre ça sur sa carte de visite et faire autre chose après. Donc pour le coup, il faut complètement l'assumer et je pense que ça passe mieux en fait maintenant qu'il y a quelques années aussi où il y avait cette recherche permanente du jeunisme. Donc je pense le contenu permet au moins d'incarner avec des vrais gens entre guillemets qui ont l'âge qu'ils ont et qui vont ressembler aux vrais collaborateurs qu'on a. Donc pour moi tout ça est quand même assez relié, ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Une autre question? Non? Oui. Bonjour, je voulais savoir quoi mettre en avant, hormis la partie salaire, pour pouvoir personnaliser les annonces, parce que je suis en train de refondre l'ensemble des annonces. Voilà. Alors, je prends la parole à nouveau, mais nous, on a beaucoup insisté sur la vie quotidienne, parce que c'est beaucoup les questions qui revenaient, donc on a fait le choix d'écrire toutes les questions qui revenaient tout le temps, la mutuelle, la participation, les choses comme ça, parce que les 3/4, c'est des choses légales, mais on a énormément de questions dessus, surtout qu'on s'adresse à des gens qui étaient peut-être avant freelance, qui étaient peut-être indépendants, qui étaient patrons de magasins, des choses comme ça. Donc effectivement, ça donne de répondre à toutes les questions déjà dans l'annonce. Nous, on a fait le choix, au début, on ne l'avait pas fait, mais d'écrire tout ça. On a réduit la partie
valeurs, par exemple, tout le début, parce que c'est un peu tarte à la crème pour le coup, et c'est pas ce que les gens cherchent. Ils cherchent effectivement, en gros, la mission, la localisation précise, parce que le côté transport, est-ce qu'il y a une place de parking, etc., c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nos cibles, de nouveau. Et donc, nous, on a fait ce choix assumé de dire, les questions que posent les candidats, c'est les bonnes questions, donc on va l'écrire dès le début. Soit ils vont reposer la question, mais on pourra dire qu'on l'a déjà écrit. Et là, on va aller un petit peu plus loin, on va faire une sorte de petit site un peu carrière, mais uniquement pour montrer les avantages très concrets. Parce que finalement, ça prend beaucoup plus de place qu'il y a quelques années. Donc, on a ça, pareil, on l'assume aussi parce que c'est les problématiques de nos candidats. Donc, on doit y répondre dès le moment de l'annonce. Et ça rend l'annonce un peu plus intéressante qu'uniquement les grands pavés sur ce que fait l'entreprise. Ça, un site institutionnel y répond plus facilement. Merci beaucoup. Une dernière question? Moi, j'en ai une, hein. Moi, j'en ai plein. Parce qu'il reste 5 minutes et je vais utiliser ce temps. Moi, j'aimerais bien qu'on se mette à la place du collaborateur qui se dit c'est bien beau, on me demande de faire du contenu, mais je sais pas quoi écrire. Je sais pas, j'ai pas envie de m'exposer. Et puis mon travail, il intéresse peut-être personne. Puis il y a ce syndrome, pas de l'imposteur, parce que ça, vous voyez, on l'utilise à toutes les sauces, mais ce côté de qui suis-je moi pour mettre mon quotidien sur les réseaux sociaux et qui finalement n'ose pas. Quelle est la posture du DRH ou du manager, du dirigeant face à ce collaborateur? Est-ce qu'il doit dire bah si, ce que tu fais c'est génial, voilà un exemple et le former tout de suite ou le pousser? Est-ce que ça doit pas venir de lui? Mais si ça doit venir de lui, comment lui donner des premiers, voilà, comment l'aider sur les premières publications? Jusqu'où va le rôle du collaborateur et ses premiers inputs et jusqu'où va le push du DRH? C'est à la fois pour Audrey et pour tonton Karim. Je démarre, mais du coup, il va falloir que tu m'aides juste après. Moi, je dirais juste, je pense que c'est important, justement, comme tu disais, posture du DRH, du manager, de proposer. On n'impose rien, on propose. Du coup, on recherche des ambassadeurs qui vont avoir envie de s'exprimer, envie de parler du quotidien et tout. Mais par contre, une fois qu'on les a identifiés, il faut les aider, les copains. Enfin, tu vois, comme tu as dit, c'est pas ton job à la base de toi. T'es pas forcément communicant, t'es pas forcément à l'aise, t'as pas forcément les codes non plus. Donc, je pense qu'il faut un petit boost, un petit coup de pouce en plus, tu vois, pour les aider. Et là, il faut accompagner. Et le petit boost, comme tu dis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait intervenir une freelance chez le hibou, justement dans la com, qui a animé une session. En fait, les portes étaient open, donc qui voulait venir, pour justement expliquer comment on pouvait faire de la création de contenu, comment on pouvait se lancer, etc. Et en fait, on a eu énormément de gens qui sont venus à cette séance, on s'y attendait pas. Ouais. Et moi-même, perso, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn à la suite de ça. Et derrière, après, bah, ça rayonne et ils voient que ça marche. Et donc, Comment on gère les premiers posts où il y a 5-6 likes? Parce que, en fait, c'est ça, c'est qu'on se dit, bon, je veux bien tenter. 5 likes, 100 vues, c'est pas beaucoup. Tu sais que les trois quarts des gens, ils ont hyper peur de ça. Genre, tu postes, ils disent, oh, la honte. Genre, tu postes et t'as 5 likes. Et en fait, on oublie très souvent que l'algo de LinkedIn, en vrai, il est bien fait juste sur ça. Enfin, sur d'autres choses peut-être, mais en tout cas sur ça en particulier, c'est que quand on poste, il fait un beat de ouf, genre t'as 5 likes, c'est pas genre en fait tout le monde voit que t'as fait 5 likes, c'est au contraire en fait. Le post, il va se refermer progressivement. Et si tu vois qu'en gros t'as fait 5 likes, c'est qu'en fait plus personne ne voit ton post. Ah, Donc en fait, c'est pas genre la honte, tout le monde a vu, j'ai fait 5 likes, c'est plutôt personne n'a vu mon post. ok, En vrai, bon bah tu testes, ça va. c'est pas grave. Alors, on nous reste 3 minutes. Si vous deviez donner un premier, je sais pas, un premier tips, un petit conseil là, à tout le monde qui est là pour faire. Alors, peut-être vous avez déjà fait plein de posts sur LinkedIn, peut-être que c'est vos premiers posts, mais avec votre connaissance de l'algorithme LinkedIn, de votre vécu, de ce que vous savez partager, c'est quoi là tout de suite qu'on peut proposer en termes de contenu, call to action à faire tout de suite? Est-ce qu'il faut un hashtag? Est-ce qu'il faut. C'est quoi l'info à donner? Moi, je dirais juste les copains, en vrai, ça se fait en 2 secondes. Vous attrapez votre téléphone, vous faites une photo là. Pas de hashtag sur LinkedIn, les hashtags sont en train de disparaître progressivement, ça sert à rien d'en mettre. Vous ne taguez personne ou alors vous taguez quelqu'un qui est à côté de vous et vous lui demandez d'interagir tout de suite, sinon vous perdez des points tout de suite sur la publication et vous faites un post court. Bah, j'ai été à HR Tech, on a croisé tel type de truc, on a fait une conf incroyable sur l'attractivité. Vous ne nous taguez pas ou alors vous nous taguez, on est juste à côté comme ça en like et déjà vous allez voir, ça va très bien marcher. tout le monde va te liker, tonton. Attention. Alors, qui a envie de faire son premier post? J'ai envie de pleurer, quand même. Allez les copains, allez. Bon, allez, merci quand même, qu'il y en a au moins une dizaine. Bah écoutez, merci. Il nous reste 2 minutes, mais merci. Merci infiniment. Merci, pour les Alexia. applaudir. Merci beaucoup.